Les espaces verts invitent au repos, à la relaxation. Ils créent une barrière contre les bruits, la poussière et la pollution atmosphérique. Les espaces verts constituent aussi une source de fraîcheur, créent une stimulation visuelle et intellectuelle. Nous verrons tout cela dans les détails avec notre invité, Tchotchom Maban Emmanuel, environnementaliste et par ailleurs chef service de l'hygiène et de l'environnement à la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Nous ferons également focus sur un paysagiste. Nous vous montrons le bon exemple de la ville de Douala qui souhaite dans sa planification faire de la cité capitale économique du Cameroun une ville verte et durable à l'horizon 2025. Voilà le sommaire de votre magazine Envers du décor. 26 minutes pour changer d'habitude et non pas la planète. Bienvenue à tous. Tchotchom Emmanuel, bonjour. Bonjour. Quel est le rôle, quelle est la contribution des environnementalistes dans la planification urbaine? Oui, il faut dire que l'environnementaliste ou alors l'environnement est un secteur important et même névralgique sur toutes les opérations de planification urbaine. Déjà parce que vous savez, lorsqu'il faut mener ce type d'opération ou alors penser même l'implantation d'une ville, il faut déjà de prime abord savoir que chaque ville se retrouve dans un territoire naturel. Et en ce moment donné, son implantation devrait, n'est-ce pas, obéir aux règles de durabilité. C'est à ce moment-là que l'environnementaliste doit nécessairement intervenir afin que ces opérations prennent en compte tout ce qui concerne les milieux naturels, les milieux dits sensibles, tels que les zones humides, les zones à risque et autres, pour que la ville puisse être, n'est-ce pas, pensée et même aménagée de manière durable. Donc c'est pour dire que l'environnementaliste a toute sa place, non seulement au niveau de la planification, mais également au niveau même des aménagements. Nous en parlerons plus tard. Le paysagiste aménage des parcs privés, publics, des voiries. Il joue à ce titre un rôle important dans la planification urbaine. Focus sur cette activité dans cet élément de Yolande Omniobé. Paysagistes et horticulteurs sont inscrits en vert foncé dans son ADN. La passion pour les plantes et les fleurs, Morignon Djoumessi l'acquiert dès sa prime enfance. Mes parents sont des horticulteurs et depuis ma naissance, ils m'ont appris à planter, ils m'ont appris à aimer les fleurs et c'est ce qui m'a fait aujourd'hui être horticulteur. Parce que j'aime la plante. Le jeune homme nous présente une technique simple de montage d'un pot de fleurs. Pour monter un pot, nous avons d'abord besoin tout simplement du pot, de la fleur qui va entrer dans le pot, de la terre, de la bonne terre noire de qualité et notamment du gazon taillé, le gazon taillé qui pourrit, qui sèche, que nous utilisons pour les plantes. Nous, spécialement, utilisons de fumier parce que les engrais chimiques détruisent les plantes sur le long terme. Puis on mélange le tout et on met à moitié dans le pot. Et on prend la plante, on déshabille la plante, on pose la plante dans le pot, puis on recouvre avec la terre. En plus des paysages verdoyants qu'il aménage, le jeune entrepreneur vert a fleuré une autre niche, la commercialisation des pots à plantes et à fleurs. Il nous indique la particularité des divers modèles qu'il offre à ses clients. Là, nous avons 3 pots. Le premier pot, c'est pour des petites plantes, comme par exemple, et notamment ce genre de pots prennent les plantes aromatiques, comme le persil, le céleri, l'aloe vera, etc. Ça, c'est le pot approprié pour cette petite plante-là qui n'ont pas des racines dures, qui ne peuvent pas casser le pot. C'est là que ce genre de pot approprié. Là, vous allez voir des trous en bas du pot qui qui permet de faire respirer la plante. Et ici,
nous avons les pots carrés. Ce sont des pots d'intérieur. Vous voyez, ils ne sont pas percés à l'intérieur. Parce que ces pots vont aller à l'intérieur de la maison. Donc, c'est à part si le client exige qu'on le pèse. Sinon, normalement, on ne le pèse pas. Parce qu'il va conduire des plantes et l'eau ne doit pas sortir pour salir le sol de la maison. Donc là, on met notamment des plantes comme les palmiers, les bananiers voyageurs, les spatifiliums. Ce sont des plantes qui vivent à l'intérieur. Là, nous avons les pots qu'on appelle les balconnières, qui ne sont pas aussi percés. Pourquoi? Parce que le balconnière, comme son nom l'indique, c'est un pot qui va rester au balcon. Et si on le perce, l'eau qui pourra sortir du pot pourra salir ceux d'en bas. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas percés. Là, nous mettons généralement les plantes rampantes, des plantes qui tombent et qui fleurissent beaucoup. Paysagiste et horticulteur qualifié, son savoir-faire est sollicité par une clientèle diverse et variée. Donc, on travaille aussi avec la communauté urbaine, par exemple, de Yaoundé, qui nous sollicite pour l'entretien et la décoration des carrefours et des axes lourds. Comme ses autres collègues paysagistes et horticulteurs, sa contribution est indispensable dans la planification urbaine, notamment pour l'érection des villes vertes, résilientes et durables. Alors un petit mot sur cet élément de Yolande Oumniobé que nous venons de regarder sur la place et l'importance du paysagiste dans la planification urbaine. Oui, comme nous avons pu le constater dans l'élément, le paysagiste a son rôle à jouer. Déjà, il faut revenir déjà sur la personne du paysagiste lui-même. Parce que dans les corps de métier de l'urbanisme, de l'aménagement en général, le paysagiste a un rôle central parce qu'il est parfois considéré comme l'urbaniste vert. Celui-là qui doit, n'est-ce pas, penser et mettre en œuvre tout ce qui concerne les schémas d'aménagement et même des aménagements des trames vertes ou alors des trames bleues. C'est à ce niveau-là que vous verrez dans tous les concepts de villes-jardins ou alors de villes vertes, le paysagiste joue un rôle central parce que c'est à lui de penser, n'est-ce pas, et d'identifier les paysages dits sauvages ou naturels. C'est à lui de penser les aménagements des autres paysages et c'est même à lui d'entrevoir les entretiens des paysages qui ont été aménagés. Dans le cas spécifique du Cameroun, des villes du Cameroun, est-ce que le rôle du paysagiste est suffisamment pris en compte de votre point de vue? Bon, dans le contexte camerounais, il faut dire qu'avec le phénomène d'urbanisation, c'est-à-dire la pression constante que les populations ont à mettre dans les grandes villes, notamment Yaoundé et Douala, le rôle du paysagiste reste un peu marginal. Et dans quelques rares municipalités, nous voyons les efforts qui sont mis en œuvre pour, n'est-ce pas, recréer des espaces verts, des espaces récréatifs où les populations peuvent prendre du bon temps. Donc c'est dit que le paysagiste a un rôle central à jouer, mais qu'il ne joue pas pleinement dans notre contexte. Très bien. Et en termes d'exemple, on peut citer la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. L'Organisation mondiale de la santé fait savoir que les espaces verts, les jardins, les parcs apportent une contribution significative dans la santé urbaine. Comment cela peut-elle être vérifiée? Alors, vous l'avez si bien dit, déjà, il faut dire qu'en 2015, dans un rapport de l'OMS, un panel d'experts a pu démontrer, avec preuve à l'appui, que la prolifération des espaces verts en milieu urbain avait un impact sur la santé des populations, au moins à deux niveaux. S'il faut prendre de manière directe, nous savons tous que les espaces verts, les parcs et jardins, et notamment tous les espaces boisés, ont une contribution significative sur les problèmes climatiques, les problèmes de changement climatique. Nous savons tous que l'arbre urbain ou alors les espaces verts jouent, n'est-ce pas, un rôle très important sur la question même de la pollution de l'air, puisque avec les arbres et autres, vous avez une captation du CO2 qui est davantage observée. Mais également d'autres études, notamment au Canada et en Australie, des experts ont pu, par des études bien menées,
démontré que les espaces verts avaient un autre rôle sur la santé des populations. Parce que là-bas, il a été remarqué que le fait que nous ayons des sentiers boisés, des espaces verts et des pistes cyclo, piétonnes et autres, ça permettait aux populations, n'est-ce pas, d'avoir une meilleure pratique du sport. Toutes choses qui impactent positivement leur santé. Mais également, les espaces verts ont un rôle sur la santé mentale, peut-être les gens l'ignorent. Parce que vous savez, la nature a cette particularité de pouvoir créer de l'aisance. Lorsque vous êtes dans un milieu naturel ou bien lorsque vous êtes dans un milieu aménagé vert, vous avez l'impression que l'esprit même est un sentiment de bien-être. Voilà, un sentiment de bien-être. Alors, convoquons la loi notamment relative à la gestion de l'environnement. Elle stipule en son article 40, alinéa 2, je cite, « Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert selon une proportion harmonieusement fixée par les documents d'urbanisation et la loi forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle. » Fin de citation. L'article 33 de la même loi stipule quant à lui que les communes urbaines sont tenues de respecter dans les villes un taux de boisement au moins égal à 800 mètres cubes d'espace boisé pour 1000 habitants. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dispositions de la loi-là sont respectées dans les grandes villes du Cameroun? Prenons l'exemple de Yaoundé. Oui, déjà, il faut dire que nous pourrons répondre à cette question au moins à deux niveaux. Au niveau textuel, c'est-à-dire au niveau des textes et des documents de planification urbaine, cette loi est respectée parce que si vous allez consulter le plan directeur d'urbanisme de la ville de Yaoundé ou alors les différents plans d'occupation des sols, vous verrez que ces espaces boisés sont prévus. Mais au niveau factuel, c'est-à-dire dans l'implémentation de ces documents, ce n'est pas toujours le cas. Je vous ai fait part du phénomène d'urbanisation, c'est-à-dire cette occupation pratiquement anarchique de nos villes qui ne permet plus que les espaces dédiés à certains équipements urbains puissent être respectés. Mais je voudrais également revenir sur cette loi que vous avez bien énumérée tout à l'heure pour faire comprendre aussi le rôle de l'environnement et de l'environnementaliste dans la planification urbaine. Oui. Parce que les deux articles que vous avez évoqués sont en fait des mesures qui sont mises en œuvre, n'est-ce pas, pour garantir la durabilité des opérations de planification urbaine. Parce que demander à respecter un certain cubage en matière de mètres cubes d'espace vert à aménager, ou alors une certaine superficie en fonction du nombre d'habitants, c'est déjà montrer la volonté qu'a le législateur et les pouvoirs publics de garantir certaine durabilité de nos villes. Donc voilà encore un aspect clair qui montre le rôle fondamental que joue l'environnementaliste dans les planifications urbaines. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que cette loi-là parte du test à la pratique? Vous savez, tout est une affaire de volonté politique. L'État est le garant souverain de tout ce qui est fait comme politique publique. Si des mesures adéquates sont mises en œuvre, notamment au niveau des municipalités, avec la participation de l'autorité administrative, moi je pense que le respect déjà des espaces dédiés sera consacré. Parce que le phénomène d'urbanisme urbanisation bat son plein. Il est question aussi au pouvoir public de reprendre un peu ses responsabilités, afin de faire respecter tous les espaces prévus, quoi. Très bien. Je suggère donc une halte dans cette émission, le temps de prendre l'actualité verte, celle d'ici et d'ailleurs. Planète Horizon, porte la griffe d'André-Marie Mbida. Le Maroc en passe de devenir le pionnier de l'hydrogène vert en Afrique. L'intention est contenue dans un message du roi Mohamed VI qui instruit son gouvernement de procéder dans les délais les plus brefs à une mise en œuvre rapide et qualitative de l'offre Maroc pour cette énergie. Dans les détails, l'idée est d'exporter la ressource vers l'Europe tout en l'exploitant localement dans la production d'engrais, secteur économique crucial pour le royaume chérifien. Il faut, a dit le roi du Maroc, valoriser les atouts dont dispose le pays et répondre mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux
dans cette filière prometteuse. L'hydrogène est récupéré à travers l'électrolyse de l'eau qui sépare ce gaz de l'hydrogène. Il est divers quand il est produit grâce à de l'électricité issue d'énergie renouvelable, éolienne, solaire ou hydraulique. À la mi-août, le ministère de l'économie a annoncé avoir réservé environ 1,5 million d'hectares du domaine public, presque autant que la surface du Koweït, pour accueillir 8 sites de production d'hydrogène et d'ammoniac vert. Le monde n'a pas beaucoup avancé dans son combat pour la protection de l'environnement depuis ces 100 dernières années. Ce constat a ponctué les 3 jours de colloque organisés par la Société nationale de protection de la nature ainsi que l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement et qui s'est tenu au sein du Muséum national d'histoire naturelle dans le 5e arrondissement de Paris. En débattant sur les dynamiques de protection de la nature au fil du temps, les participants à cette assise établissent un bilan qui friserait l'immobilisme en plus d'un siècle de plaidoyer sur les défis environnementaux. Un sujet déjà évoqué le 31 mai 1923 à l'amphithéâtre des Nouvelles Galeries de Paléontologie à Paris, où s'était réunie une assemblée constituée de naturalistes, vétérinaires, écrivains, hauts fonctionnaires et autres diplomates. La dégradation de la nature et ses incidences sur l'homme y avaient été débattues autant que les 27, 28 et 29 octobre 2023 à l'auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution sans que de réels changements ne suivent. Les rues de Saumur, décorées au plastique depuis le 29 octobre 2023. Il s'agit exactement de ce qui reste du passage de la tempête Céline dans la nuit du 28 octobre. Des bandes plastiques qui ont jonché l'avenue Franklin Roosevelt à Saumur et à partir desquelles a été créé un décor qui fait mouche désormais chez les touristes. L'idée est de la municipalité de cette ville française qui a résolu l'équation de l'économie circulaire en évacuant des collecteurs d'eau pluviale, ces plastiques qui filaient droit vers la mer. Une innovation que le ministère de l'écologie a demandé aux autres municipalités de suivre. Revenons au fil vert de notre émission. Nous parlons de l'importance des espaces verts dans la planification urbaine avec notre invité Tchotchom Aban Emmanuel, environnementaliste, par ailleurs chef service hygiène et environnement à la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Là-bas, il fait un travail formidable dans l'aménagement des espaces verts, bien sûr sous la houlette de son maire, il faut le dire. Nous n'en parlons pas aujourd'hui car nous ne recevons pas le chef service de l'environnement et de l'hygiène et de l'environnement à la mairie, mais davantage l'environnementaliste. Alors, les espaces verts peuvent être également des moyens pour les communes, les collectivités territoriales de faire des recettes. Comment est-ce que justement les CTD peuvent exploiter ces espaces-là pour gagner de l'argent? Oui, il faut dire qu'à la faveur de la loi de 2019, la 024, du 24 décembre 2019 portant code général des CTD, les communes sont davantage perçues comme des entités économiques qui sont capables et qui ont même les compétences désormais de pouvoir générer des revenus et de la valeur ajoutée. Donc c'est dans ce sens-là que les espaces verts peuvent également constituer une niche de financement des CTD. Lorsque un maire décide d'aménager un espace vert, notamment des jardins publics qui peuvent accueillir du monde et qui comportent des équipements, par exemple ludiques et autres équipements de restauration, ces espaces peuvent être notamment payants et puis engranger quelques pécules pour la commune.
Je prendrai l'exemple du bois Sainte-Anastasie que nous connaissons tous et désormais du monument Charles Tangana, qui sont les espaces verts et payants ouverts au public. Mais est-ce que justement, hein, il n'y a pas un travail aussi de sensibilisation des populations? Je prendrai l'exemple du monument J'aime mon pays, le Cameroun, qui est en plein cœur du centre-ville de Yaoundé, qui a suscité une polémique des populations qui trouvaient que c'était un peu trop de demander à payer un franc symbolique pour faire des photos sur ce monument-là, par exemple. Le rôle de cette émission est aussi de sensibiliser à ces populations-là. Qu'est-ce que vous seriez tenté de dire sur ce point précis? Oui, bon, nos populations doivent comprendre que l'entretien des espaces verts a un coût. Et le coût doit être supporté par tous, surtout ses utilisateurs. Lorsque je prends un exemple avec les routes, ceux qui ont l'habitude de voyager se rendent compte que parfois il y a le péage qu'il faut débourser. Et ce péage-là, c'est justement pour assurer l'entretien des routes. Donc c'est dans la même logique que le franc symbolique qui est demandé aux populations pour visiter certains espaces verts, c'est pour en assurer l'entretien et la pérennité. Très bien. En 2021, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM et le Crédit foncier du Cameroun ont lancé un projet ambitieux, notamment le projet de ville-jardin. Un petit mot sur ce projet, vraiment dont on n'a plus beaucoup entendu parler depuis l'annonce par les deux entités en 2021. Bon, il faut dire que le projet du FECOM est actuellement implémenté puisque j'en ai quand même quelques informations là-dessus. Et c'est un projet, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 13 qui prône les villes durables et résilientes. Non, je vais dire l'objectif 11 qui prône les villes durables et résilientes et l'objectif 13 qui prône, n'est-ce pas, tout ce qui concerne les mesures de lutte contre les changements climatiques. Donc un tel concept est à féliciter et à encourager pour que, n'est-ce pas, il puisse se généraliser dans toutes les villes du Cameroun. Est-ce que justement à Yaoundé 5e, c'est vrai qu'on ne reçoit pas le chef service de l'hygiène et de l'environnement, mais davantage l'environnementaliste, on serait preneur d'un tel projet? Déjà, il faut dire que le maire de Yaoundé 5e, M. Augustin Bala, depuis son arrivée à la tête de cette municipalité, est venu lui-même avec une vision, celle de faire de sa commune une véritable commune propre et une commune verte. Je crois que vous avez fait le tour de la commune et vous avez vu les réalisations qui sont menées dans ce sens-là. Donc c'est dit que un tel projet serait le bienvenu à Yaoundé 5e puisque la vision même du premier magistrat cadre avec cela. Très bien. Allons à Douala où la mairie de la ville souhaite faire de la capitale économique du Cameroun une ville verte à l'horizon 2025. Tato Kamdem a parcouru pour nous le document de planification irrelatif. Voici sa synthèse. Dans le plan d'urbanisation de la ville à l'horizon 2025, la mairie de Douala a conçu un document articulé autour de 6 points clés, parmi lesquels l'aménagement des espaces verts et de récréation. Douala ambitionne donc d'aménager à cet effet 820 hectares sur les bords de la Djibamba, 50 hectares à l'embouchure du bassin versant de Tongobassa, 90 hectares dans les méandres de la crique Lobé à Bonabéry, pour ne citer que ces sites-là. Il convient de préciser que la superficie d'espaces verts aménagés n'ont cessé de croître dans la ville de Douala ces 10 dernières années. Avant 2018, la superficie totale annuelle d'espaces verts de Douala était de 351 435 mètres carrés. À date, cette superficie est passée à 561 976 mètres carrés, soit une augmentation de 210 541 mètres carrés au cours des 5 dernières années.
Consciente du rôle et de l'importance des espaces verts pour le décor urbain, la ville de Douala devra pour les prochaines années améliorer la qualité des espaces verts existants et la création de nouveaux espaces. Pour le triennal 2023-2025, des projets d'envergure sont déjà calés. En application des directives du projet de développement des villes inclusives et résilientes, Douala projette de réaliser la plantation de 11 950 arbres, de donner corps au programme Restituer le trottoir aux piétons, lequel favorisera la requalification du boulevard de la Liberté, dont les coûts sont évalués à 36 248 025 francs CFA. Le projet d'aménagement et d'entretien des espaces verts de la ville, pour un montant de 900 millions de francs CFA. Le projet d'aménagement paysager de la place du gouvernement d'une superficie de 8 000 mètres carrés pour un montant évalué à 700 millions de francs CFA. La création d'une pépinière municipale, la restructuration de certains cimetières évalués à 115 millions de francs CFA. Les études pour l'aménagement de nouveaux jardins publics, la prise en compte des espaces verts dans la délivrance des permis de construire, ainsi que la création systématique d'espaces verts dans les lotissements par les promoteurs immobiliers. Le projet Douala Green City est sur de bons rails et le maire de la ville, le docteur Roger Mbassadine, en fait une priorité absolue. L'émission touche à sa fin. Un dernier mot, Tchotchom Emmanuel. Bon, le dernier mot que je pourrais dire, c'est juste d'encourager, n'est-ce pas, tous les acteurs territoriaux, notamment les maires et autres responsables de notre territoire, de mettre un accent particulier sur, n'est-ce pas, l'aménagement des espaces verts qui recrée la nature en milieu urbain et qui, dans ce sens-là, améliore, n'est-ce pas, la qualité même des paysages urbains et en général la qualité de vie des populations. Très bien, on a beaucoup parlé dans cette émission des collectivités territoriales décentralisées. Je souhaite quand même qu'on sorte par les privés, hein, parce que dans les domiciles aussi, on peut aménager des jardins et cela a également un rôle dans la purification de l'air et donc dans l'assainissement de l'environnement. Oui, et effectivement, les jardins privés, il en existe. Dans la plupart des grandes résidences, il y en a. Et on a même remarqué que ceux qui mettaient ce type d'aménagement dans leur domicile avaient une certaine sensibilité sur les questions environnementales et faisaient plus facilement corps avec la nature et prenaient de meilleure façon sa protection. Donc nous encourageons, n'est-ce pas, ce type d'initiative, pas seulement dans les domiciles privés, aussi dans les écoles, pourquoi pas, que ce soit privé ou public, que ce type d'initiative puisse être de plus en plus aménagé et puis, comme je vous l'ai dit, ça participe également à l'équilibre même mental des populations. Merci infiniment, Tchotchom Emmanuel, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes environnementaliste, par ailleurs, chef service de l'hygiène et de l'environnement à la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Okay, c'est moi qui vous remercie. Envers du décor, c'est maintenant terminé. Un grand merci à notre invité, Tchotchom Emmanuel, pour ses explications sur le rôle des espaces verts dans la planification urbaine. Merci à nos équipes éditoriales et techniques, coordonnées par notre super réalisateur Simon Patrick Ouma, qui s'est mis au vert pour les besoins de la cause. N'oubliez pas notre credo, changez d'habitude et non pas la planète. Récitez-le, mettez-le surtout en pratique. Salut.